J'ai toujours l'habitude de dire qu'on est toujours dans la préhistoire de l'informatique. Donc on est au tout début en fait encore de beaucoup de choses. On crée un EBITDA de l'ordre de 28% de notre chiffre d'affaires direct. Aujourd'hui, une nouvelle émission dans le salon. On reçoit Charles, le CEO d'Ology. Ology, c'est un SaaS qui aide les fournisseurs d'énergie. Donc dans la crise actuelle, pas con d'inviter un mec comme ça. Ils étaient remote avant que tout le monde soit remote, plus de 100 en remote il y a déjà 10 ans. Charles a un parcours hyper impressionnant parce qu'il n'était pas là comme fondateur, il est venu plus tard dans la boîte. Il a racheté les parts pour arriver dans la boîte et maintenant il a fait une société qui marche super bien. Un EBITDA gigantesque, vraiment une société qui cartonne et il vient nous dévoiler tous ses secrets aujourd'hui. Bonne émission. Bienvenue dans cette nouvelle émission dans le salon, épisode hyper spécial, tu le verras, Youssef est toujours là. Toujours là, avec Charles, ça fait vraiment plaisir. Invité exceptionnel, Charles, CEO d'Ology. Bonjour. Bonjour. Ology, évidemment, ça ne te dit rien et c'est vraiment dommage. Évidemment, ça ne te dit rien parce que c'est une niche. C'est un des champions en Belgique, un peu en dehors du radar. C'est fait exprès ou pas ça? Non. Vous allez communiquer. On va communiquer. On travaille surtout sur le marché B2B. Ok. Et donc finalement pour nous, c'est surtout important que les 50 décideurs clés de notre marché nous connaissent. Et ils vous connaissent. Et ils nous connaissent. Bon, Ology, je l'espère en tout cas. Ology, c'est quoi? Ology, c'est un éditeur de logiciels centré sur le secteur de l'énergie et des utilities, donc les services, les sociétés de services aux collectivités. Un cas concret que tu fais pour qu'on comprenne mieux ce que c'est derrière, tu vois, un éventuel jargon. Concrètement, qu'est-ce que tu fais pour une entreprise? Eh bien, on a en fait 3 plateformes de software. On a une plateforme finalement logicielle de facturation. Donc, très vraisemblablement, la facture d'énergie que vous recevez est une facture qui est générée par nos systèmes informatiques. D'accord. Toi, t'es derrière, quoi. On est derrière et donc on génère ces factures d'énergie. Alors, c'est plus compliqué que ça n'a l'air parce que bon, c'est pas uniquement un nombre de kilowattheures fois le prix de vente. Derrière, il y a des taxes qui varient de région en région, de commune en commune. Il y a également les coûts venant des gestionnaires de réseaux de distribution et de transport. Bref, il y a toute une complexité belge qui fait liée au fonctionnement de nos marchés d'énergie qui fait que produire une facture d'énergie qui soit correcte n'est pas si simple que cela. Un métier, quoi. Ok. Tu gères aussi les réseaux, c'est possible ça? Il y a quelque chose à voir quand même avec ces réseaux? Oui, on a une deuxième plateforme logicielle qui a pour objectif de numériser tous les processus des gestionnaires de réseaux de distribution. Donc les processus plutôt métiers, donc les services de maintenance sur les réseaux, les nouveaux projets à développer sur ces projets, sur ces réseaux, le cycle d'investissement lié à ces réseaux. Donc j'ai l'énergie chez moi qui arrive, je peux dire que c'est un peu grâce à toi? C'est un peu grâce à nous, oui. Et quand ça augmente, c'est un peu à cause de toi aussi? On n'a rien à voir dans l'augmentation. Très bonne réponse, Charles, on la garde. La troisième plateforme, c'est par rapport à quoi? Et alors la troisième plateforme est une plateforme qui informatise les nouveaux modes de consommation dans le cadre de la transition énergétique. Donc en fait, on entre dans un monde complètement différent dans nos modes de consommation d'énergie. Et notamment, puisqu'on veut décarboner, il va falloir électrifier une grande majorité de nos modes de consommation d'énergie. Le véhicule électrique étant bien évidemment l'exemple le plus frappant, mais derrière, ce sont les pompes à chaleur pour se chauffer, ce sont des panneaux solaires qui permettent une autoconsommation individuelle ou collective, ce sont aussi des possibilités de pouvoir consommer de l'énergie verte en priorité auprès des fournisseurs, ce genre de choses. Et donc, en fait, derrière, l'énergie verte est intermittente. Donc, quand vous avez beaucoup de soleil, fatalement, vos panneaux solaires produisent beaucoup d'énergie. Lorsqu'il y en a moins ou qu'il y a un gros nuage qui se promène dans le ciel, il y a tout de suite moins d'énergie disponible. Donc, autrement dit, on a une fluctuation au cours de la journée
de la production d'énergie renouvelable, hein, qu'elle soit éolienne ou qu'elle soit solaire. Or, dans le monde de l'électricité, on doit toujours avoir un équilibre entre la production et la consommation. Si vous n'avez pas cet équilibre-là, vous avez des transitoires sur le réseau et donc un arrêt du service. Donc, la grande complexité, c'est de pouvoir finalement piloter cet équilibre entre la production et la consommation. Hier, c'était relativement simple. On avait, pour la faire courte, 2 grosses machines à Tihange et à Doul qui alimentaient finalement l'ensemble du réseau. Et donc, en fait, on pilotait cet équilibre consommation-production en gérant finalement la production d'énergie. Demain, puisque toutes ces sources d'énergie vont être complètement réparties sur le territoire et que l'énergie renouvelable est intermittente, nous allons devoir en fait piloter la consommation en fonction de la disponibilité de l'énergie, du prix de l'énergie. Donc on change complètement de paradigme de ce côté-là. Et là, ton client un peu démuni, heureux d'avoir au logis une solution qui a pensé. Alors en fait, le modèle, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une interface qui est extrêmement conviviale, qui vous cache toute la complexité qui se trouve en fait derrière. Okay. C'est un peu un modèle pour nous aussi, c'est de pouvoir finalement offrir la même aisance d'utilisation auprès des consommateurs, oui, alors que la complexité sous-jacente est bien plus importante. Oui. C'est combien d'employés au logis aujourd'hui ? 180 personnes aujourd'hui. 200 cette année ? C'est ça ? L'objectif est effectivement de dépasser la barre des 200 employés. Oui. Très ambitieux. Quel chiffre d'affaires ? Très bonne question. Non, vas-y, on va parler un peu d'argent ici. On a bouclé l'année passée à 16 millions de chiffre d'affaires direct. Hein. Pour 2023, on a un budget à 22 millions. Ok. Oui. C'est très ambitieux ça ou C'est ambitieux parce que la croissance est importante et que donc on a une croissance. Notre entreprise finalement dépend du nombre de cerveaux que nous pouvons employer. Hein. Donc l'ambition, elle est plutôt là. C'est attirer les talents, pouvoir engager suffisamment vite pour pouvoir répondre à la demande de nos clients. À titre d'exemple, aujourd'hui, on engage en moyenne 1 personne par semaine. Hey, ok. Soutenu, exactement. C'est soutenu. C'est qui tes gros concurrents ? Nos gros concurrents, ça dépend finalement des différents segments, etc. Au niveau de la facturation, notre gros concurrent, ça reste SAP, hein, surtout pour les joueurs de taille moyenne et importante. Hein. Donc SAP est clairement notre concurrent. Bien que, c'est une concurrence à ne pas exagérer, parce que nous, on se focalise plutôt sur les acteurs de taille moyenne. Okay. Hein, et SAP se positionne plutôt sur les grandes entreprises. Hein. Dans le monde de l'intelligence artificielle, on a aujourd'hui comme concurrents beaucoup de petites entreprises qui se lancent sur le marché, beaucoup de start-up en Belgique, en Europe. Mais notre différenciation, c'est de pouvoir finalement combiner 3 types d'expertise. Une expertise autour de l'ingénierie logicielle, c'est évident. Une expertise autour de l'ingénierie électrique, on est également ingénieur électricien. Et puis une expertise sur les mathématiques avancées pour finalement concevoir ces algorithmes qui sont à la base de l'intelligence artificielle. Allez, le mot est lâché. Vraiment, combien de minutes on va avoir avant l'intelligence artificielle ? Cool. C'est pour ça que tu es venu aussi. Toi, tu avais des questions là-dessus. Donc voilà, moi ici, ma question, c'était vraiment par rapport à cette arrivée de l'intelligence artificielle sur le grand marché, on va dire. Face au grand public, tout le monde en parle. Mais toi, chez Ologie, ça fait quelques temps que vous tâtez un peu le terrain. Vous avez acheté une spin-off de l'Uliège. Vraiment, c'est une partie intégrante de votre business. Comment est-ce que vous faites ? Comment est-ce que tu vois l'avenir de l'intelligence artificielle ? J'ai toujours l'habitude de dire qu'on est toujours dans la préhistoire de l'informatique. Donc, on est au tout début, en fait, encore de beaucoup de choses. Alors, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de fantasmes derrière. Aujourd'hui,
l'intelligence artificielle, c'est essentiellement des algorithmes très avancés qui, finalement, traitent des grandes quantités de données, hein, pour, finalement, définir et détecter dans ces grandes quantités de données des événements, hein, qui seraient corrélés entre eux. Hein. Et donc, on part de l'hypothèse que les mêmes causes donnent les mêmes effets. Hein. Donc, on travaille beaucoup sur les données du passé pour déterminer des corrélations entre différents des événements. Hein. Et donc, si dans un futur proche, on détecte que cette séquence d'événements se répète, bien, on va évidemment en déduire que le résultat ou la conséquence sera identique. Et donc, si on peut le faire avec un peu d'avance, on peut anticiper par rapport au résultat ou à la conséquence qui probablement va se produire en fonction de ce déroulé de ces séquences d'événements. Ok, mais on est dans la préhistoire, l'informatique. Mais tes clients, est-ce qu'ils ne parlent que de ça maintenant? Est-ce que tu vois une évolution déjà sur ton marché de ok, c'est le mot 2023, il faut y aller, il faut avoir des solutions en interne? Oui, mais on utilise aussi beaucoup l'intelligence artificielle, nous, et donc les algorithmes derrière, pour maîtriser la complexité et donc offrir un confort d'utilisation, hein, ou un niveau de convivialité dans l'utilisation des services le plus élevé possible. Hein. Et donc, de nouveau, je reviens à l'exemple de l'iPhone. On a finalement une interface qui est très conviviale, derrière une très grande complexité. Cette complexité est en fait maîtrisée et cachée par l'intelligence artificielle. Donc, tous ceux qui utilisent un iPhone, par exemple, utilisent déjà beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle derrière. Mais toi... Et c'est vraiment dans cette direction-là que mes clients réfléchissent aujourd'hui. Hein, c'est de pouvoir finalement être en mesure d'offrir des services beaucoup plus complexes, mais toujours simples d'utilisation. Et toi, tu parles beaucoup des algorithmes, ces algorithmes faits maison, ou c'est licencié de technologies ailleurs, s'ils sont faits maison? Non, ils sont faits maison. Est-ce que tu es inquiet ou pas de la façon dont ça évolue très vite en face, ailleurs et tout? Bon, évidemment, le compte public, ChatGPT, que tout le monde discute maintenant, et tu dis en fait, waouh, on doit faire attention parce qu'on va se faire dépasser, on doit renforcer à fond. Voilà, comment... Oui, c'est clair que que le contexte évolue extrêmement rapidement. Hein. Maintenant, nous avons des équipes extrêmement bien formées, hein, très pointues sur le sujet, et donc on n'a pas beaucoup de crainte quant à finalement cette évolution technologique extrêmement rapide. Au contraire, pour nous, c'est autant d'opportunités pour proposer des choses encore plus sophistiquées et encore plus pertinentes à nos clients. Hein. Ok. Alors, oui. Juste une question un peu cash. Est-ce que tu comptes acheter d'autres entreprises? Est-ce que vous comptez, comme vous avez fait avec la spin-off? Nous sommes très opportunistes, hein, entre guillemets. Donc, oui. La réponse était oui. Donc la réponse est probablement oui. Maintenant, bon, tout dépend des opportunités qui vont se présenter. Mais bon, voilà. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'offrir un catalogue de services le plus complet possible auprès de nos clients. Hein. Ceci dit, toujours à notre taille, hein, donc restons aussi réalistes. Nous sommes une belle entreprise de 200 personnes et nous ne sommes que 200 personnes aussi. Hein. Yes. Et 200 personnes, quand on a préparé cette émission, parce que oui, Charles, on les prépare, on a contacté un analyste, en fait, la vérité, c'est un analyste, c'est Thibaut Claes, de Wallonie Entreprendre, qui nous a dit, tu dois absolument un jour inviter au logis. On ne les connaît pas, enfin, nous, les analystes, on les connaît évidemment, mais dans le public, on ne les connaît pas assez. Et il y a plusieurs faits marquants. Un des faits marquants, c'était, vous êtes 200, enfin bientôt 200, et vous êtes encore remote, 100% remote? Alors, dès le départ, dès la création de Hologis, hein, et le mot Hologis est un clin d'œil au fait qu'on a, dès le départ, mis en place finalement un mode d'organisation basé sur le télétravail. Au moins 50%. Mais la création, c'est quand? Parce que on va croire que c'est pas il y a un an, c'était avant la mode. Non, c'est dès 2005. Donc, Hologis a été fondé par 8 ingénieurs, hein,
qui étaient issus tous du monde du logiciel, mais appliqués au secteur de l'énergie, et qui finalement voulaient aussi concevoir un projet original. Et à l'époque, en 2005, personne ne parlait de ça. Un mode d'organisation basé sur le télétravail, c'était très original. En 2005, je ne sais même pas si le mot télétravail était utilisé. Tu vois, c'était vraiment peu utilisé, quoi. Tout à fait. Et pourquoi ce choix à l'époque? Et est-ce que ça reste encore une marque de fabrique chez vous maintenant? Ça reste une marque de fabrique clairement chez nous. D'ailleurs, lorsqu'on fait un sondage auprès de notre personnel, on a très très peu de turnover chez nous. Donc nos gens sont extrêmement fidèles. Je pense qu'il y a 2 raisons là-dessus. La première raison, c'est qu'effectivement, on offre de vrais emplois d'informaticiens à des informaticiens qui ont fait ces études-là pour développer des applications. Donc nous sommes un laboratoire de développement, et donc on offre effectivement des emplois extrêmement intéressants et enrichissants à nos collègues informaticiens. C'est certainement un élément important. Le deuxième élément, c'est que justement ce télétravail permet aux 30-40 ans de gérer de la façon la plus aisée possible cet équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Et donc, on a des plages horaires dans la journée où tout le monde doit être présent sur le réseau pour des réunions téléphoniques ou pour des interactions au niveau du travail. Et puis, on a des plages qui sont plus flexibles, pendant lesquelles, finalement, si un employé, par exemple, souhaite aller rechercher son enfant à l'école, il a la possibilité de le faire. Et donc, d'organiser sa journée de travail de façon flexible. Et donc, toutes les équipes se réunissent au moins une fois par semaine en physique pour pouvoir finalement communiquer, échanger, mais également planifier le travail pour les 5 jours qui suivent. Et donc, chacun ensuite, en autonomie, gère finalement son planning et gère ses délivrables, comme on dit dans le métier, pour être finalement en mesure de produire ce qui doit être produit en temps et en heure. Et donc vous qui avez peut-être la plus grande expérience en années, quoi, tu vois, sur le télétravail, quoi, et tout, c'est quoi l'élément positif, tu l'as cité, les gens restent, sont contents, ils sont fidèles, il n'y a pas de turnover. Est-ce qu'il y a un point négatif à cette organisation-là? Alors il faut être fort attentif à maintenir une cohésion dans les équipes et donc à créer aussi une transversalité au sein des équipes, particulièrement quand l'entreprise grandit. Il y a quelques années, nous étions 50. Cette cohérence était beaucoup plus facile à organiser qu'elle ne l'est aujourd'hui à 200, fatalement. Donc il y a, de ce point de vue-là, effectivement, une attention à porter à ce que, finalement, les gens continuent à communiquer dans des équipes qui, elles, croissent et qui, avec des nouveaux arrivants. Donc, je pense que c'est ça le plus complexe, c'est de pouvoir inclure rapidement des nouveaux arrivants au sein de nos équipes existantes et donc de créer cette symbiose au sein des équipes pour que, finalement, on puisse avoir un fonctionnement harmonieux ou le plus harmonieux possible au sein de nos équipes. Toi, tu es un nouvel arrivant aussi, depuis quelques temps, mais donc ce qui est... Presque 4 ans. Presque 4 ans. Donc, c'est pas nouveau, mais en fait, c'est comme quand tu arrives dans les Ardennes, on dit toujours, t'es le nouveau. Maintenant, ça fait 10 ans que j'habite là. Oui, mais t'es pas de quelle génération. Mais donc, tu es arrivé il y a 4 ans donc, dans la boîte, donc une boîte qui était créée avant. Raconte un peu comment ça se passe, parce que ce qu'on sait, c'est que tu es arrivé, tu n'avais pas de part, tu as acheté départ. Comment ces discussions existent? Comment tu as trouvé au Logis? Ou c'est Logis qui t'a trouvé? Qu'est-ce que tu faisais avant? Quel pari tu as fait là-dessus? Voilà, quoi. Oui. Alors, l'histoire elle est relativement simple. Donc, dans mon passé, j'ai été finalement directeur auprès d'IBM Service. Donc, j'ai mené au sein d'IBM Service un certain nombre de projets. Et pour certains de ces projets, Ologie a été un sous-traitant.
hein. Donc, Ok. on a pu dans le passé collaborer et travailler ensemble, et notamment avec Patrick Donnet, qui est aujourd'hui le président du conseil d'administration d'Eologie, qui est l'un des fondateurs d'Eologie, Ok. et qui m'a précédé comme administrateur délégué et CEO d'Eologie. Et donc, on a eu l'occasion finalement de collaborer ensemble dans le passé, s'apprécier, hein, et donc, lorsque Patrick a souhaité prendre sa retraite, hein, il a pensé à un certain nombre de candidats, dont moi. Hein, et donc, on a dialogué. Il m'a proposé finalement la fonction et j'étais très heureux de l'accepter parce que je trouvais que c'était finalement une très, très belle opportunité. Hein. J'avais moi-même passé l'ensemble de ma vie professionnelle dans ce monde du logiciel lié et appliqué au secteur de l'énergie. Et donc, c'était aussi une façon pour moi d'entrer dans un rôle aussi de transmission, hein, donc de pouvoir finalement accompagner le développement d'Eologie, hein, mais aussi de transmettre, hein, un certain nombre d'expériences et de pratiques qui avaient été apprises et mises en œuvre dans d'autres sociétés, notamment chez IBM, mais aussi Donc toi, tu es venu et tu as dû dire à ton entourage, oui, je prends un nouveau job, oui, je vais te payer, mais je sors quand même un chèque avant d'arriver pour acheter des parts d'entreprise. Alors, pour être très précis, le chèque, je l'ai sorti 1 an plus tard. Ok. Hein. Mais oui, je pense qu'il était aussi indispensable de devenir actionnaire de l'entreprise. Il est quand même difficile d'être l'administrateur délégué d'une entreprise sans en être finalement un actionnaire. Et donc, et lors finalement du départ de l'un des fondateurs de ce groupe d'actionnaires, j'ai pu racheter ces actions. Et je l'ai fait avec grand plaisir, de nouveau, pour pouvoir finalement aussi être partie prenante complètement dans les décisions de l'entreprise. Et grand plaisir parce que la boîte est passée de 50 à 200, donc on imagine que c'est un grand plaisir aussi mathématique d'être actionnaire d'une boîte qui maintenant est de 200 plutôt Oui, 50. mais c'est vrai, mais c'est relativement secondaire, très, très, très honnêtement. Ce qui est surtout très intéressant, c'est de pouvoir finalement gérer cette croissance, hein, c'est de pouvoir aussi venir avec des solutions qui font sens pour la société, qui apportent une contribution positive, notamment à la transition énergétique, hein, et qui finalement permettent à notre société en général d'évoluer, hein, et de pouvoir finalement... Donc, Eologie contribue à un monde plus décarboné en tout cas, hein, et contribue finalement à un monde meilleur. Hein, oh là là. Ça étant, ça c'est le meilleur. Ça, c'est les meilleurs. Ça, ils viennent calmement, raconter les choses. Et puis à la fin, bam, le roi du marketing. On contribue à un monde meilleur, on décarbone. Oui. Ok, on va donner un award. C'était Impact. Très, très bien amené. Faire toujours attention aux gens qui arrivent toujours comme ça, calmement. Mais après, ils ont leur message et ils passent. Mais t'as raison, sans doute. Hein, attention. Mais très bien placé. Très, très bien placé. Très bien placé. T'avais une question sur la transition, toi, Youssef? J'avais une question justement. Quand tu arrives comme ça en tant que CEO, je vois l'évolution du chiffre d'affaires, du nombre de personnel, etc. On sent quand tu arrives, on passe à 6e quand même chez Eologie. Concrètement, si tu peux résumer en 2-3 étapes, qu'est-ce que vous avez fait quand tu arrives? Bon, en fait, la première chose, c'est de pouvoir travailler avec les équipes en place. Hein. Une très bonne entente avec Patrick Donnet, qui est évidemment l'ancien CEO, mais également très rapidement un très bon esprit de collaboration avec les équipes en place et notamment avec les fondateurs qui sont toujours, dont une grande partie sont toujours au sein de l'entreprise. Donc, premier élément, c'est qu'il y avait cette symbiose qui s'est créée très rapidement. Deuxième élément, je suis venu avec finalement une approche plus commerciale, plus marketing. Hein. Donc, les solutions étaient très bonnes, les équipes sont très bonnes. Il fallait peut-être simplement mettre plus l'accent sur la vente, mettre plus l'accent sur
finalement le développement commercial de l'entreprise. Hein. Et donc, une des premières actions a été finalement de développer cette démarche commerciale plus forte, hein, d'une part. D'autre part, c'était de développer aussi une vision transversale. Hein. Donc, au départ, on avait notre moteur de facturation, hein, qui a toujours été finalement notre vache à lait. Hein. Et à côté de cette vache à lait, c'est de développer une plateforme ERP. Hein, et aujourd'hui, on a beaucoup de succès en France avec cette solution ERP. On pourra peut-être y revenir. Et on a eu aussi l'occasion d'entrer en contact avec Blacklight Analytics, hein, cette start-up liégeoise, très fortement liée à l'Université de Liège et au laboratoire de Damien Ernst, qui est très très connu, bien évidemment, dans la partie francophone de Belgique en tout cas. Hein. Et donc de pouvoir finalement aussi développer notre portefeuille d'offres dans une optique finalement de venir avec une offre de plus en plus à 360 degrés, hein, permettant finalement de venir avec une offre complète à la fois pour les gestionnaires de réseaux de distribution mais également pour les fournisseurs d'énergie. Okay. Tu parlais de grandir, tu parlais de la France, l'ERP ça marche pas mal. On devrait parler de ton EBITDA. C'est pas courant dans le milieu des startups, quelqu'un qui a un EBITDA positif. Oui, il est largement positif de notre côté. Hein. C'était ma blague d'après. Exactement. On allait en parler. Ça va très très bien chez Ologie pour l'instant. Oui. Est-ce que c'est ça la vision? Est-ce que vous voulez tout réinvestir? Est-ce que vous voyez à un moment lever 30 millions pour? Voilà. Comment vous sentez votre croissance dans un monde qui a changé? Où avant on disait ok, on met des gros tickets, on va la croissance pour la croissance. Maintenant, je crois que vous êtes passé, peut-être qu'on vous aurait fait la remarque avant, vous êtes pas assez ambitieux, il y a trop d'EBITDA, c'est très bien pour les actionnaires, mais il faut aller plus vite, plus fort. Maintenant, le monde a changé, peut-être qu'on vous dit c'est très bien ce que vous faites, c'est bravo pour l'EBITDA. Oui, ça c'est très clair, très clairement. Depuis 12 mois, le monde a changé pour le monde des éditeurs de logiciels, effectivement. Oui. Maintenant, nous, notre politique est quand même toujours de réinvestir la totalité de notre EBITDA dans le développement de notre plateforme. Donc, c'est quand même un risque non négligeable. Donc là, il y a une volonté d'entreprise, d'entreprendre très forte, hein, qui est, bon, donc on crée un EBITDA de l'ordre de 28% de notre chiffre d'affaires direct. Prends ça dans ta gueule, les startups. 28% des EBITDA. Faites pas les malins ici. C'est pour ça que je serais en costume ici. Hein, 28%. Effectivement. Mais donc, mais les 28%, on les réinjecte quasiment complètement, totalement dans le développement de nos plateformes. Ok. Je voulais revenir sur la France dont tu as parlé. Il y a eu une entrée dans le capital avec une entreprise française qui a pu ouvrir le marché, c'est ça? Oui. Tu peux nous en parler un peu brièvement? Mais donc, tout se passe autour du développement de notre deuxième plateforme, hein, de ERP pour les gestionnaires de réseaux de distribution. Donc, on a commencé par équiper 3 GRD wallons de petite taille, mais qui... GRD des gestionnaires de réseau. Des gestionnaires de réseaux de distribution, qui nous ont d'ailleurs fait confiance dès le départ, dès la fondation de Ologie, et je les remercie très chaleureusement, puisque évidemment, c'est d'ailleurs un élément fondamental pour une start-up, c'est de pouvoir compter dès le début sur des clients fidèles qui vous font confiance et avec qui on peut effectivement développer des plateformes. Hein, et donc, à partir de cette première solution que nous avions développée avec les 3 GRD wallons, on a assez naturellement participé à un appel d'offres européen de Réseau Gaz de Strasbourg. Hein, et nous avons gagné cet appel d'offres. Donc, ça a été un premier jalon de notre développement, en tout cas pour cette plateforme en France. Nous avions déjà développé le marché français pour notre moteur de facturation. Hein. On a aujourd'hui 18 clients en France, 18 fournisseurs qui utilisent notre moteur de facturation en France. Et donc, on voulait évidemment développer ce segment
des entreprises locales de distribution, comme ils les appellent en France. Ok. Et donc, nous sommes assez naturellement entrés en contact avec ce qui est le groupe Sorégie, qui est une entreprise locale de distribution centrée sur Poitiers et qui a montré énormément d'intérêt à la fois dans notre plateforme logicielle, mais également dans notre démarche stratégique. Et donc, avec qui on a conclu finalement un partenariat stratégique pour ouvrir le marché des ELD en France et commercialiser notre solution, étant entendu qu'ils allaient être eux-mêmes notre vitrine, puisqu'ils allaient adopter notre solution. Okay. Donc, eux, ils sont clients et ils vendent ta solution à leur ils réseau, vendent c'est ça? avec nous Okay, la solution à leurs collègues ELD en France. Et pourquoi, donc, ce choix-là, au-delà de la spécificité des trucs de réseau et tout, mais pourquoi vous n'avez pas été seul? Pourquoi vous avez ce choix-là de, OK, on va aller avec quelqu'un pour aller plus vite, plus fort. OK. Voilà. Si vous êtes seul dans ce marché-là, ce que vous devez répondre à des appels d'offres successifs. Et bon, la réponse à un appel d'offres, ce n'est pas une science exacte. On gagne, on perd. On investit beaucoup d'argent dans cet effort d'offre. Donc, il nous fallait des relais pour aller plus vite, pour accéder aux décideurs, pour comprendre parfaitement à la fois comment le marché est structuré, quelles sont les demandes de ce marché précisément, comment nous pouvions finalement développer une solution qui correspondait à 100% à la demande. Bref, c'est de pouvoir finalement accéder à ce corpus de connaissances, mais aussi à ce réseau relationnel que ce partenariat avec Sorégie s'est montré, a été extrêmement profitable pour nous. OK. Est-ce qu'il y a aussi un côté, comme l'énergie est très sensible, on veut toujours avoir un acteur local et c'est préférable de toujours associer un acteur local parce que c'est l'énergie et c'est pas de la vente de carton, quoi. C'est absolument un élément essentiel. Donc, et donc, c'est d'ailleurs indiqué dans le nom du segment, entreprise locale de distribution. Donc, effectivement, il y a aussi cet élément de proximité qui est un élément important. Et donc, dans d'autres déploiements d'autres pays, tu vois ça aussi, quoi. Chaque fois, associer un acteur local, c'est quelque chose qui te semble... Donc, on pense que c'est effectivement la meilleure stratégie. Et donc, on est en train d'étudier la possibilité d'ouvrir d'autres pays avec notre plateforme, suivant le même mode opératoire qui est finalement de pouvoir identifier un partenaire bien introduit, intéressé dans nos solutions et qui pourrait alors servir de relais, de canal de distribution pour nos solutions. OK. Donc voilà, là on va lancer la nouvelle rubrique avec les réponses en un seul mot. Je vais te poser des questions. Tu as la règle de répondre en un seul mot. Un seul mot. Ça va? Tu réfléchis bien et tu me réponds en un seul mot. Donc concrètement, voilà, en tant que CEO, on dit toujours qu'on touche à tout. Qu'est-ce que tu peux me dire, comment tu décrirais ton rôle en un seul mot? Orchestrateur. Parfait. Quelle qualité indispensable pour être un bon CEO? Visionnaire. Et quel défaut à bannir? Ego. Comment tu décrirais la tech en Belgique? De plus en plus dynamique. Et l'entrepreneuriat plus généralement? De plus en plus dynamique, surtout du côté francophone et wallon. Ah bon. D'accord. La place d'Ologie dans le monde? La place d'Ologie dans le monde, celle finalement d'une société, oui, c'est un seul mot, donc technologique. La culture d'entreprise d'Ologie? Convivialité. Votre CA? Votre chiffre d'affaires? Notre 16 millions en 22. Le bénéf? Le bénéf, zéro, puisqu'on a réinjecté l'ensemble de notre EBITDA on fait un EBITDA de 3,7 millions d'euros lié aux 16 millions d'euros. L'IA en 2030? Partout est présente dans tous les aspects de notre vie. Et enfin, Ologie en 2030? Une société
reconnu comme l'un des leaders dans le cadre de la transition énergétique. Parfait. Elle est beau, ça, très très bien, très très bien. Maintenant, on va, Charles, te demander de répondre en beaucoup plus de mots. On va parler du département Sales. Justement, toi, tu es venu, quand tu es venu il y a 4 ans, tu dis, j'ai remis aussi l'accent sur la vente et tout. On avait une belle solution, mais peut-être qu'il y avait plus de clients à aller chercher. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord à quoi il ressemble ton département Sales, vente aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un département de 5 personnes. Nous avons d'ailleurs un directeur commercial pour le Benelux qui travaille maintenant à temps plein et qui est dans ce rôle à temps plein depuis quelques semaines. Nous avons également un directeur commercial sur la France, donc 2 personnes d'expérience connaissant bien nos solutions, mais aussi ayant un certain nombre de talents indispensables dans la vente. Et puis nous avons engagé 3 personnes moins expérimentées, mais à très haut potentiel. 2 sur la France et une personne sur la Belgique. Jeunes, moins de 30 ans, qui vont avoir une contribution dans un premier temps sur la prospection, pouvoir prendre contact avec beaucoup plus de clients, mais également dans les activités qu'on appelle nous pre-sales, qui est finalement l'effort d'offre. Dans nos activités, on doit finalement faire systématiquement une offre qui prend parfois beaucoup d'énergie. Et donc, on a besoin aussi de cerveau et de capacité à faire ces offres et de les produire rapidement. C'est que sur, on va en parler de ça justement, Douglas. Donc, alors, juste d'abord, avant quand même, prends ça encore dans ta, je vais arrêter de dire dans ta gueule, mais la start-up, 16 millions, 28% des EBITDA, 5 vendeurs. On est d'accord, 40, on est 40, on est 40 vendeurs. Donc c'est ça une belle boîte. C'est 5 vendeurs, 195 ingénieurs. Oui, alors. Toi, tes clients, ils bougent jamais, quoi. On est d'accord. Toi, une fois que tu as un client, ça fait 10 ans qu'il reste, il n'y a pas de change chez toi. C'est un élément fondamental pour nous. C'est la satisfaction du client. Donc on joue effectivement sur un segment de marché où il y a relativement peu de clients. Donc il est important finalement d'assurer la satisfaction de nos clients. Sinon, il n'y a pas d'avenir. Donc, effectivement, la satisfaction du client et la récurrence du business auprès de nos clients, c'est un élément essentiel. Maintenant, attention, il y a les vendeurs purs, dont je viens de parler, puis tous les collègues, finalement, de Logis sont quelque part des vendeurs également. Alors, on a comme à l'UNIF, les majeurs, les mineurs, majeur delivery, mineur vente. Mais un chef de projet, par exemple, a aussi un rôle de vente. Ne fût-ce qu'il représente notre société, il veille à la qualité de notre delivery, il veille à la qualité de la relation avec nos clients. Donc, quelque part, nos chefs de projet sont également des vendeurs de nos services. J'entends, mais dans toute boîte, on dira ça. Je veux dire, mais 5 vendeurs, 16 millions, c'est quand même très, très propre. Au logis, on a l'achat ici. On a l'achat. On est la recommandation ici des brokers à l'achat. 5 vendeurs, ok, fou. Et tu veux dire, parce que tu es arrivé, tu mets l'accent sur la vente. Avant que tu arrives, il y avait encore moins de vendeurs que ça? Il y avait un seul vendeur avant que j'en arrive. Ouais. Ouais, bon, voilà, il faut pas. Bon. Incroyable. Non, mais c'est hyper important quand même. Tu peux lancer une boîte et tu n'es pas obligé d'avoir une team de. Mais comment ça marche, là, c'est vraiment la question. Incroyable. Ça, moi, j'ai juste quelques chiffres pour mettre en perspective ça. Et, donc, entre 2005 et 2015, ils ont réussi à atteindre 30 clients. De 2015, donc en 10 ans, de 2015 à 2021, 50 clients, pas mal. Et puis de 2021 à 2023, 80 clients. Les chiffres sont bons? Oui, bravo, vous êtes bien informé. Yes! On a préparé. Bravo, ça, Youssef, bien joué. Mais qu'est-ce qui explique ça à 5 vendeurs de nouveau? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Juste que tout le monde, c'est la transition énergétique, tout le monde stresse, donc tout le monde vous appelle? Oui, il y a effectivement cet élément-là. Il y a plusieurs choses. D'abord, en France, la France a connu un petit retard à l'allumage dans la libéralisation de son marché d'énergie. Okay. Et donc, on est arrivé au bon moment en France, là où il y avait beaucoup de sociétés qui se créaient pour finalement vendre, commercialiser des services d'énergie en France. Okay.
Et donc, on a pu, finalement, là, être couronné de succès dans la mesure où on s'est positionné auprès de ces startups débutantes voulant finalement vendre leurs services énergétiques en France. Et donc, en quelques années, on a capté 18 fournisseurs en France, dont 14, 15 étaient des startups au niveau français. Alors, on a finalement une politique commerciale où le coût de nos services et le coût de nos licences sont aussi proportionnels à la taille de l'entreprise, à la taille de nos clients. Très très cher, ça veut dire. Non, ça veut dire essentiellement des coûts fixes relativement bas et finalement nos prix évoluent en fonction de l'évolution de la taille de nos clients. Voilà. Ça, c'est un élément fondamental. Très cher. Ouais. 5 vendeurs. 5 vendeurs. Incroyable. Ça ressemble à quoi de faire, tu dis, une offre, parce que c'est beaucoup d'appels d'offres, c'est ça? C'est beaucoup d'appels d'offres. Et oui. ça ressemble à quoi dans un milieu de B2B, mais dans l'énergie? Tu repères un client et tu le signes, il y a 12 mois, 18 mois, 24 mois, 36 mois, c'est quoi le... Alors, ça dépend du type de client, mais effectivement, pour les gestionnaires de réseaux de distribution, on est avec des cycles de vente très longs, entre 6 et 9 mois. Ok. Donc, effectivement, là, il y a un effort de longue durée à déployer avant de pouvoir signer un contrat. Maintenant, avec les fournisseurs d'énergie ou avec ça va évidemment beaucoup plus vite. Oui. Dans le secteur de l'industrie, ça va également plus vite. Donc, tout dépend du type du client. Ok. Maintenant, les gestionnaires de réseaux de distribution, par exemple, sont soumis aux règles des marchés publics et donc doivent mettre en œuvre ces règles du marché public qui induisent automatiquement des cycles de commercialisation beaucoup plus longs. Oui. J'avais une question par rapport au montant. Moi, c'est Monsieur Chiffre, mais vraiment le montant d'achat moyen, plus ou moins de... Voilà, tu as différents types de clients. Si quelqu'un veut travailler avec toi, on s'attend à plus ou moins combien de... Là, tout dépend de la fonctionnalité, du nombre de clients, etc. etc. Mais donc, la taille moyenne de nos projets, pour répondre indirectement à cette question, elle est de l'ordre de 150 000 euros par projet. D'accord. Pas mal. Je vais m'excuser cette phrase. Je m'excuse déjà pour la phrase que je vais dire, mais on mettra un vrai département sales chez toi. 50 personnes. Ouais, on a un vrai département sales. Mais 50 personnes, ce serait beaucoup trop lourd. Voilà, mais raconte. On en mettrait 50. D'accord, pas 50, on mettrait 25. D'accord, on ferait x5. Qu'est-ce qui se passerait pour ton business? Mon EBITDA reviendrait à zéro. Et donc, non, je pense que on est vraiment dans un segment B2B. Donc, et de nouveau, il faut bien comprendre que la vente, elle est évidemment faite auprès des nouveaux clients avec nos vendeurs, mais que lorsqu'on a établi une relation avec nos clients, nos chefs de projet, nos responsables de département, etc., contribuent également à la vente de projets complémentaires auprès de nos clients existants. Donc, il faut prendre tous ces éléments-là, vraiment, tous ces éléments-là en perspective. Oui, alors, je pense que pour le moment, on est plutôt bien staffé sur la Belgique et la France. Je ne pense pas qu'on ait besoin de vendeurs de plus. Par contre, il est clair qu'il y a une question qui peut se poser, c'est d'aller plus vite dans l'européanisation de notre business. Et là, effectivement, si nous devions engager des vendeurs supplémentaires, ce serait aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, etc., etc., pour pouvoir finalement ouvrir ces marchés et donc de développer finalement nos solutions à la maille européenne et plus uniquement à la maille Benelux-France. Yes, okay. Pourquoi tu ne parles pas de mondialisation, mais plutôt juste d'européanisation? On a en fait des solutions qui sont très dépendantes du contexte réglementaire, régulatoire du pays. Et donc, pour passer d'un pays à un autre, il est nécessaire d'adapter nos solutions au cadre réglementaire du pays. Et donc, c'est la raison pour laquelle
on travaille pays par pays et un élargissement progressif, puisque à chaque fois, il y a une nécessité d'investir dans l'adaptation de nos solutions pour qu'elles soient parfaitement conformes au cadre réglementaire du pays que l'on veut développer. Et donc, on n'est pas dans un contexte où on a une solution qui répond du premier coup à l'ensemble des besoins de l'ensemble des pays et que l'on pourrait... donc, c'est pas comme cela que ça fonctionne dans nos marchés. Et donc, c'est la raison pour laquelle on se développe étape par étape, pays par pays. Et donc, oui, on a des solutions. Ça, c'est comme je viens de vous l'expliquer. Mais bon, ces solutions doivent être adaptées au contexte réglementaire. Ok, de localiser. Ok, parfait. On va faire la minute popcorn. Donc voilà, maintenant on va passer à la minute popcorn. Donc Charles, tu as 2 minutes pour répondre à un maximum de questions. Les questions vont dans tous les sens. Le but c'est de répondre spontanément et l'objectif c'est que tu répondes à un maximum de questions. À la fin de la saison, on désignera le gagnant simplement sur base du nombre de questions répondues. Comme a dit Thierry, on enlève un point par mensonge, on vérifiera après. Très bien. Quand tu es prêt, tu me dis. Parfait. Ton premier salaire? Je ne m'en rappelle plus. La plus grosse facture jamais envoyée? 15 millions. 15 millions, c'est beau. Le pire client que tu as eu? Le pire client? Oui. Joker. Tu l'as grillé, c'est le dernier. Ton meilleur client? Meilleur client, celui qui paye mes factures en temps et en heure. Celui qui paye la facture de 15 millions. Est-ce que l'intelligence artificielle va prendre le dessus sur l'homme? Non, jamais. Une question qui est revenue, je la rajoute. Est-ce que les 15 millions ont été payés finalement? Oui. Pourquoi la transition énergétique? Parce qu'il faut absolument décarboniser notre monde. On n'a pas d'autre choix que de le faire. Et donc, la transition énergétique, c'est justement cette transition qui nous permet de passer d'un monde carboné à un monde décarboné. Ton avis franc sur ChatGPT? Transformationnel. Le meilleur entrepreneur que tu connaisses en Belgique? Fabien Pinkert. Si tu avais 22 ans maintenant et que tu recommençais tout de zéro, tu irais dans quelle boîte? Géologie. Belle réponse. Un autre pays pour vivre que la Belgique? La Belgique est l'un des meilleurs pays du monde dans lequel... Donc, un autre pays, la France, mais la Belgique est bien au-dessus. Réponse valide et on lui rajoute un plus 1%. Ouais, on met plus 1 pour ça. Un entrepreneur sur lequel tu investirais pour le futur? Fabien Pinkert. Pas con. Ouais, belle idée. Ton plus gros défaut? Trop optimiste. La plus grosse erreur que tu aies faite en business? Ne pas bien comprendre les besoins précis d'un client. À quand la fin de la transition énergétique? 2050. 2050. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est bon, on y est très très bien. Combien de réponses? Je recompterai. Mais alors ça, nous, on sait pas, on sait jamais le dire en live malheureusement. On fait les malins sur il y a un score, mais le score c'est après le montage qu'on le prend. On va quand même revenir sur cette facture à 15 millions. Oui. C'était beau. Raconte quelle émotion il y avait quand elle a été envoyée, ou alors c'est vraiment chez vous c'est business as usual, voilà, c'est comme ça. Alors bon, j'ai répondu rapidement, mais c'était dans mon ancienne vie. Hein, donc, voilà. D'accord. C'est toujours... oui, mais on pense rarement à la facture en elle-même, en fait. Hein. C'est surtout le système que l'on a créé, que l'on a produit, que l'on a mis en œuvre, qui répond aux aspirations du client. C'est surtout... Est-ce que c'était payable en 90 jours ou c'était quoi le paiement pour la facture? Non, nous, on essaie de se faire payer 30 jours fin de mois. Hein. Un jour, on sera là-dedans aussi, on fait dans ce game-là 15 millions. Oui, pour la fin du mois, parce qu'il y a le loyer, tu comprends. Très, très, très propre. En one shot, le paiement? Non, c'était la dernière partie du... Donc, c'était un très gros projet. Ouais. C'était le solde. C'était le solde. C'est le 10% qui restait. Oui, enfin bon. C'est peut-être pas l'exemple le plus pertinent compte tenu du contexte, mais enfin bon. Voilà. C'est notre époque. C'était beau. C'était IBM, on sait comment ils sont. On va parler un peu maintenant de l'écosystème belge.
Oui. Tu as fait référence dans l'interview plusieurs fois à la Belgique et tu trouvais qu'il y avait des choses qui bougeaient et tout. Comment, pour toi, d'abord, tu disais qu'il était de plus en plus dynamique. Je crois que tu as dit Oui. ça, surtout Bruxelles et Wallonie. Oui. Parce qu'avant, on ne l'était pas. Tu es un peu endormi? Non, je pense que avant, il y avait énormément. Enfin, il y avait énormément de talents qui étaient absorbés par l'industrie, dite lourde, hein, Oui. ou par les grandes banques, etc., etc. Hein, donc, quand je suis sorti, ben, on avait tous un emploi quand on sortait, mais finalement, les 3/4 de l'auditoire partaient dans les grandes entreprises. Aujourd'hui, vous avez la moitié finalement Qui va chez Odoo. des jeunes ingénieurs qui créent leur start-up. Ok. Oui, qui ferait bien de venir chez nous. Oui. Donc voilà. Mais donc, je pense qu'il y a un changement de mentalité fondamental qui s'est opéré en une génération, particulièrement du côté francophone. Oui. Et donc, beaucoup de start-up pertinentes qui se créent, beaucoup d'idées et beaucoup de jeunes entrepreneurs qui vraisemblablement vont pouvoir croître et donc contribuer à une réindustrialisation de nos régions. Tu as une baguette magique. Qu'est-ce que tu fais pour qu'on ait plus d'entrepreneurs en Belgique ou pour qu'on arrête de dire la Belgique, c'est pas un tas d'entrepreneurs? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Je pense que, bon, tout dépend de nouveau des secteurs, etc. hein, mais dans mon secteur, je pense qu'il serait intéressant de pouvoir réfléchir au cadre réglementaire hein, et dans le sens de l'encouragement de nouveaux services, de nouvelles activités, hein, de pouvoir finalement faire plus confiance aux entrepreneurs locaux et donc de pouvoir s'appuyer sur eux pour encourager de nouveaux services plus innovants. Dans ton secteur, c'est trop lourd et trop fermé que pour des jeunes qui se lancent puissent devenir fournisseurs de services pour un gestionnaire de réseau? Je pense que non, je ne pense pas que ça soit trop lourd. C'est relativement complexe, mais ça a toujours été relativement complexe. Oui. Le point, c'est de pouvoir finalement... la transition énergétique crée pas mal d'opportunités. Mais ces opportunités ne peuvent être concrétisées que si le cadre régulatoire est adéquat et permet finalement la création de ces nouveaux services. Et donc, on est toujours dépendant, nous, des lois et du cadre régulatoire. Et donc, si finalement, à ce niveau-là, on pouvait aller plus vite et finalement être plus innovant aussi dans ces cadres régulatoires, ça ne pourrait que finalement être... ça ne pourrait qu'encourager de nouveaux entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on souhaite? C'est qui, tu disais, Fabien Pinkars, à suivre comme modèle en Belgique? Pourquoi? D'abord, pour plusieurs raisons. La première, c'est la pertinence de la solution. Hein. Puis l'histoire de Fabien est extrêmement intéressante. Hein. Il débute finalement, il commence déjà à réfléchir à Odoo lorsqu'il est étudiant ingénieur. Il explique lui-même, hein, il est passé par différentes phases compliquées dans le développement de sa société. Mais bon, il s'en est toujours tenu à sa stratégie hein, et il a finalement développé une solution extrêmement pertinente hein, pour les petites et moyennes entreprises. Et donc, il a aussi occupé un espace qui était peu ou mal occupé par d'autres. Hein. Une vision globale hein, dès le départ. Et puis, ce côté convivial, ce côté très... il a un côté modeste et humble, oui. bien belge, hein, finalement, dans lequel on peut se reconnaître tous. Tu investis dans des startups, à part Logis? J'ai mis beaucoup d'argent dans Logis. Non, je ne suis pas un investisseur direct dans d'autres startups à ce stade. Pourquoi? Parce que, bon,
mon job chez Ologie me prend 200% de mon temps. Si vous voulez investir, il faut s'intéresser, il faut suivre. On l'a vu, très difficile de t'avoir en interview. On l'a vu. Oui, effectivement. Et donc voilà, on n'a que 24 heures sur une journée. Yes. Et donc, à l'avenir, pourquoi pas? Pourquoi pas, évidemment. C'est ce qu'on te souhaite, qu'on souhaite aux startups en tout cas. Tac, tac, tac. Tu l'as dit. Youssef, une question là-dessus, toi encore? Ouais, la startup préférée en Belgique, ça j'aimerais bien savoir, à part Odoo, quelque chose que tu nous ferais découvrir. Ah, ça, c'est une bonne question. Hein. T'en as pas une autre? C'est notre question piège. C'est une question piège. 200% sur Ologie et d'où l'écosystème, tu l'as tu l'as pas Elle est vraiment encore. bonne. Comme autre startup, attends, parce que là, je commence... Je trouve que c'est le top bonheur startup vie qui vraiment chaque semaine te montre Oui, voilà. le meilleur startup et voilà, comme ça tu auras un feeling comme ça T'auras de bonnes réponses à chaque avec fois. eux. Et Non, mais on a... Bon, il y a certainement des startups intéressantes. Hein. J'en nommerai une, c'est Pépite sur Liège, qui fait de la maintenance basée, de la gestion de la maintenance basée sur de l'intelligence artificielle dans le monde industriel. oui, concurrent d'Iker, mais eux ils sont pas sur les machines, mais sur les tensions électriques. C'est ça, les variations, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment concurrents d'iCare, qui se positionnent de façon différente. Hein. Okay. Bon, iCare, certainement, on commence à la connaître et ce n'est plus vraiment une start-up, je pense. D'accord. Voilà, donc il y a certainement pas mal. Il y a aussi une société à Louvain-la-Neuve, dont j'ai oublié le nom, voilà, mais très présente sur le big data et le data analytics. Euronova. Voilà, Euronova. Euronova. Voilà, ok, donc, ça assure. J'ai une question pour toi sur les startups. Tu as acheté donc la startup liégeoise, Damien Ernst, et évidemment pour la vie scientifique, mais justement vous êtes une entreprise, on le disait un peu sous le radar, en tout cas, voilà, qui n'est pas dans l'actu tous les jours, qui avance très très bien, machin et tout. Comment tu conjugues ça, Damien Ernst, qui a un avis scientifique par jour et une polémique par semaine? Comment ça se passe à vous? Alors, en plus, qui est normalement plutôt calme, pas habitué à ça, j'imagine. Est-ce que c'était une découverte? Est-ce que c'est pour ça que vous avez été le chercher aussi? D'abord et avant tout, Damien est un excellent scientifique qui a développé une recherche sur ces 20 dernières années très pertinente dans le cadre de la transition énergétique. Et donc, pour être convaincant auprès d'un client dans un domaine innovant, il faut pouvoir aussi être en capacité de s'adosser sur un corpus de connaissances solide. Parce que on doit gérer une certaine complexité et si on promet finalement une certaine fonctionnalité à un client, il faut pouvoir la délivrer. Donc, la collaboration avec Damien, d'abord et avant tout, c'est de pouvoir finalement s'appuyer sur son savoir-faire, sur son corpus de connaissances, mais également sur l'ensemble des travaux qu'il a délivrés ces dernières années dans le cadre de la transition énergétique pour pouvoir finalement industrialiser un certain nombre d'idées ou un certain nombre de travaux en recherche fondamentale qu'il a réalisés ces 10 dernières années. Et sur le plan de la recherche, Damien a une réputation internationale. Et donc, et c'est surtout cette partie-là du personnage que nous sommes allés chercher. Et donc, on a une collaboration extrêmement fructueuse, conviviale également. Nous avons développé un certain nombre de modèles, un certain nombre de nouvelles offres en collaboration étroite avec Damien. Et Damien est effectivement force de proposition. Et tu as raison, c'est une idée par jour. Non, c'est une idée toutes les 5 minutes. Et donc, ne nous trompons pas sur le sujet. Mais c'est intellectuellement extrêmement riche. Et ça permet vraiment de booster un certain nombre de nos offres. Et en tout cas, je m'en félicite et nous nous en félicitons tous. Cool. Donc, pas encore de Twitter policy, pas encore de Damien, on se calme sur les tweets. Liberté d'éditeur, il dit ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Alors, il y a
le personnage public Damien Ernst, mais là, c'est lui que ça regarde et nous n'avons... Enfin, il y a en tout cas dans notre collaboration une ligne de démarcation, si je puis dire, entre le scientifique et puis l'homme public. Et puis nous, on travaille avec le scientifique et l'homme public s'exprime comme il le souhaite. Parfait, génial. On va maintenant passer à la dernière partie de l'émission. On va apprendre à te connaître toi, Charles, CEO d'Ologie. On a 2 enveloppes, enfin une enveloppe et une jarre. Je vais te demander de tirer sur une question d'abord dans la jarre. Dans la jarre. On prend là à côté de toi, ça sera plus facile. Là, ce sont des questions plus sérieuses. Ouais. Dans l'enveloppe, des questions beaucoup moins sérieuses. Ou l'inverse. Non. Quelles sont vos passions en dehors du travail? Oh, c'était léger quand même. Okay. Oui. Alors là, facile. Je lis beaucoup de romans, donc la littérature française en particulier. Et je lis aussi pas mal d'articles, donc je lis 5 quotidiens par jour, grosso modo. Et donc, j'aime beaucoup finalement m'informer sur les questions politiques, mais également sur les questions socio-économiques et aussi sociologiques. Voilà, donc c'est... Et puis je fais beaucoup de marches aussi. C'est important, ça permet, pendant qu'on marche, finalement de pouvoir gérer son stress, mais également de réfléchir à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de fonctionner et ce genre de choses. Ok, cool. Tu prends une autre question? Voilà. Si vous deviez gagner 1 million d'euros, quel serait votre premier geste? Cette question, tout le monde la tire tout le temps. C'est fou. C'est fou. Quel serait mon premier geste? C'est une bonne question. Je donnerai certainement une partie à mes enfants qui débutent dans la vie, qui auront besoin de ce 1 million d'euros, à mon avis, plus que moi. Voilà. Ok. Tu peux en prendre une autre question? Décrivez une expérience que vous avez vécue qui vous fait revoir vos valeurs. C'est cette question aussi. C'est profond. C'est difficile cette question. Qu'est-ce qui aurait pu faire revoir mes valeurs? Je pense que, par exemple, c'est pas vraiment une révision des valeurs, mais on a, par exemple, décidé de travailler avec des informaticiens ukrainiens assez récemment. Une des raisons, c'est un peu par solidarité avec l'Ukraine, qui vit bien évidemment des moments extrêmement difficiles. Je pense que c'est aussi de notre responsabilité de pouvoir aider économiquement aussi l'Ukraine à maintenir la tête en dehors de l'eau. Et donc, effectivement, de ce côté-là, donc le choix que l'on a fait de pouvoir travailler avec finalement des équipes à majorité ukrainienne, s'inscrit finalement dans ce que l'Ukraine a connu ces 12 derniers mois. Ok, beau. Tu prends une question là-bas dans l'enveloppe? Il y en a beaucoup, Voilà. On va toutes les faire, toutes. Non. Quel est votre plat préféré? Ah, voilà, on parle de vraies choses ici. Voilà. On change tout de suite le contexte. On est d'accord. Un bon steak frites. Où ça? Tu le manges où? Dans des bonnes brasseries. Laquelle? C'est quoi ta préférée? Je suis namurois, donc j'aime bien la brasserie chez François. Ok. Publicité non payée.
Bon, c'est qu'on soit une institution, ça. Hein. Ça depuis C'est une longtemps, institution ouais. à la place Saint-Aubin. C'est Ouais. un très beau cadre. Ok. Et on a l'impression d'être dans une brasserie de type française. Hein, voilà, donc... bon. Namur, d'ailleurs, est une ville où il y a pas mal de restaurants de très très bon niveau. Hein, je vous le conseille, à vous, Bruxellois. Ok. Pour la petite histoire, ce week-end, je passais du temps avec des amis bruxellois. Hein, et l'épouse d'un de mes amis me dit « Et toi, la campagne, comment ça va ?» Donc, elle considérait que Namur, c'était la campagne. Voilà. Donc, on s'est marré beaucoup. Et est-ce qu'elle avait l'air concernée? Elle a dit « Et toi, la campagne, ça va ?» Ouais, on n'est pas habitués, nous, évidemment. Non. On n'est pas habitués. Je peux nous prendre une dernière... Ici, oui. Alors, un conseil prodigué par vos parents ou grands-parents que vous souhaiteriez transmettre. Le travail de qualité, le travail de qualité, le travail de qualité. Voilà. C'est vrai? Ouais. Donc, j'ai eu des grands-parents et parents enseignants. Hein, donc, c'est d'ailleurs une chance hein, d'avoir des parents enseignants. Ça permet... finalement d'avoir un accompagnement structuré, hein, notamment dans l'apprentissage, et de pouvoir... donc la valeur travail et la valeur qualité du travail a été une valeur fondamentale enseignée tout le long de mon enfance et de mon adolescence. Allez, bon, on va rester là-dessus. Travail de qualité. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y a 5 vendeurs dans Ologie. Décidément, là, c'est désolé, mais c'est ça qui là, nous il y a le plus. quelque chose. Incroyable. On va s'arrêter là-dessus. Youssef, t'es d'accord? C'était parfait. Donc. Travail de qualité. Merci beaucoup, Charles, d'être venu dans notre émission. Mais ce fut un grand plaisir. Vraiment content. Ça recrute donc chez Ologie. Donc, allons voir sur le site de Ologie quels sont les prochains jobs si tu es intéressé par. Tu as vu Charles, tu dis, mais enfin, cette boîte a l'air géniale. Bon, si t'es vendeur, tu as compris que c'était pas là. On cherche quoi spécifiquement chez Ologie? On cherche essentiellement des informaticiens. Hein. Oui. Et comment tu fais? Parce que là, ils vont déjà chez Odoo. Comment tu fais pour les prendre? On va les chercher chez Odoo. Non, c'est une blague. Non, ça doit être très très juste. Bon, on les paye bien, nous, pas comme chez Odoo. Bah, allez, là. On est convivial, mais on non, c'est une blague. Donc, on cherche aujourd'hui 10 informaticiens qui, justement, ont cette connaissance Python et de l'intelligence artificielle. Et donc, si on pouvait les engager demain, nous le ferions avec plaisir. Yes. Donc, venez chez nous. venez. Allez-y. Ambiance de travail extrêmement conviviale. Convivial, hein, ce sera dans un contexte qui fait beaucoup sens aujourd'hui, dans le contexte de l'évolution de nos sociétés. Ok, parfait. On se retrouve là. Nickel. Merci beaucoup, Charles. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. On se retrouve pour une prochaine émission. Salut!